Je vais débuter la première capsule de la deuxième semaine pour le cours d'analyse chimique de base. Donc simplement, je vais poursuivre là où j'en étais rendu, là où on s'était laissé pour la capsule précédente. J'avais fait des rappels là, sur des notions que vous étiez censé avoir vues dans votre cours de physique, sur le comportement des ondes. Entre autres, nous avions vu que la lumière, les ondes de manière générale, lorsqu'on fait traverser une onde frontale à travers un panneau avec une fente, à la sortie, il y a un phénomène qui s'appelle la diffraction. Donc, à la sortie, l'onde va se diriger va sortir de la fente avec un certain angle d'ouverture. Et si la taille de la fente, représentée, caractérisée par petit a, est beaucoup plus petit que la longueur d'onde de l'onde qui traverse la fente, le phénomène de diffraction est maximum, tel qu'on le voit à gauche. Donc l'angle d'ouverture à la sortie va être maximum et on va voir l'onde s'en aller dans toutes les directions à la sortie de la fente. Dans le cas contraire, si la largeur de la fente est beaucoup plus grande que la longueur d'onde, ben, le phénomène de diffraction va être beaucoup moins prononcé. À la limite, il n'y aura pas de diffraction. Donc la lumière, l'onde va tout simplement continuer son chemin en ligne droite. Et si la largeur de la fente est, est de l'ordre de grandeur un peu plus petit, un peu plus grand ou égal que la longueur d'onde, eh bien, on a un phénomène de diffraction, on a une ouverture de la fente, mais qui n'est pas autant que si la largeur de la fente était beaucoup plus petite que la longueur d'onde. Donc, pour faire un lien avec les appareils fonctionnant sur les bases d'optique, entre autres le spectromètre à émission optique entre autres, il y a une fente principale dans l'appareil que je vous expliquer un peu plus tard là, dans une autre capsule, qui justement, son rôle est justement de faire un effet de diffraction. Mais c'est un compromis. Donc, c'est sûr que l'avantage d'avoir une fente très très petite, si on veut maximiser l'effet de diffraction, on a avantage à utiliser une fente très très petite. Mais la conséquence, c'est qu'on perd de l'intensité de lumière. Tandis que si la fente est beaucoup trop grande, ben on n'a pas le phénomène de diffraction qui nous permettrait de répartir la lumière. Je vous expliquerai ça plus en détail dans une capsule qui va venir là, lorsque viendra le temps d'expliquer le système optique des spectromètres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la largeur de la fente doit répondre à un compromis. Donc, il faut faire passer suffisamment d'énergie lumineuse pour faciliter la détection en bout de ligne lorsque les différentes longueurs d'onde vont arriver sur les détecteurs. Mais aussi, on veut créer un phénomène de diffraction. Donc, la fente doit être suffisamment petite pour créer un angle d'ouverture qui va être suffisant pour le système, tout en ayant le maximum de lumière arrivé au détecteur. Donc, je vous avais montré au cours précédent une petite animation qui nous montrait l'influence de la taille d'une fente de diffraction en rapport avec la longueur d'onde de la lumière qui la traverse. Donc, si la lumière diffractée est projetée sur un écran, un panneau, ben, si la largeur de la fente est beaucoup plus grande, on va tout simplement avoir une frange lumineuse très très mince, c'est-à-dire que la lumière ne diffractera pas. Vous allez avoir tout simplement l'image de la lumière qui passe à travers la fente. À l'inverse, si la largeur de la fente est très très petite, beaucoup plus petite que la longueur d'onde, ben, la lumière va s'étendre à la sortie de la fente. Vous allez avoir la lumière euh, qui va diverger dans toutes les directions et éclairer un peu partout, en tout cas sur une plus grande largeur, l'écran, mais tout en ayant une intensité maximum au centre, donc vis-à-vis la fente, et l'intensité de la lumière va diminuer
en s'éloignant de la partie centrale qui est en face de la fente. Donc, c'est le résultat d'un phénomène de diffraction. Maintenant, j'avais aussi parlé du phénomène d'interférence, parce que là, il est important à ce stade-ci de distinguer deux phénomènes, okay, qui interviennent en parallèle. Donc, les phénomènes de diffraction, qu'on a bien compris maintenant, qu'on a bien résumé, que je viens de résumer dans la diapo précédente, mais aussi le phénomène d'interférence. Donc, il faut distinguer les deux, mais aussi comprendre et observer le fait que s'il n'y a pas de diffraction, il ne peut pas y avoir d'interférence. On le remarque bien sur l'image. Là, vous avez la reproduction d'un panneau qui est muni de deux fentes, avec une lumière incidente qui arrive en ligne droite. Donc, ça pourrait être un laser d'une certaine largeur, par exemple. Et puis, cette lumière incidente-là, ben, il y a une partie de cette lumière-là qui va pouvoir traverser la fente, les deux fentes du panneau. Et chacune des fentes, comme on l'a vu à la capsule précédente, si la largeur de la fente est suffisamment petite par rapport à la longueur d'onde ou de correspondant un peu à la longueur d'onde, mais vous allez avoir le phénomène de diffraction qui va apparaître. Là, on voit les ondes là, qui divergent dans toutes les directions à la sortie de la fente, des fentes respectives. Mais le fait que les ondes maintenant se dispersent dans toutes les directions, ben, ça donne l'occasion aux ondes de se croiser. Donc on voit là, que ça se croise à certains endroits et donc d'interférer. Donc il faut que ça diffracte pour que ça puisse interférer. Pour que les deux ondes à la sortie respective des deux fentes puissent se rencontrer, ben, elles doivent diffracter, étant donné que ces deux fentes-là sont à une certaine distance l'une de l'autre. Et puis, on a vu aussi la capsule précédente que quand elles se croisent, ben, il y a des directions que ça donne que la différence de parcours fait en sorte que les sommets en un point donné, dans une direction donnée, on le voit ici, là, vous pouvez voir le trait bleu qui est en oblique, celui qui est le plus haut. Ben, vous voyez que dans cette direction-là, les courbes se touchent. Donc, les courbes provenant des deux fentes respectives, elles se touchent. Donc, on pourrait donc dire que les lignes noires, les courbes noires, ça correspond au sommet, aux ondes de... Ben, si c'était des ondes mécaniques, on dirait que ce serait des ondes de compression, mais c'est des points équivalents des deux ondes. Donc, il y a une interférence constructive. C'est comme deux vagues différentes qui arrivent au même endroit sur l'eau, là. Puis là, les deux vagues, leur énergie s'additionne. C'est ce qui se passe. On appelle ça une interférence constructive. Et ça, vous allez l'avoir parfaitement dans une direction donnée, ben, dans plusieurs directions données, à intervalles réguliers, ce qu'on appelle les ordres. Donc, par exemple, m égale 1, la droite bleue correspond à m égale 1. Ben, c'est le premier angle différent de 0 parce que c'est sûr que ça va s'interférer au centre, en plein milieu, entre les deux fentes, parce que à ce moment-là, en ligne droite, là, vraiment perpendiculaire à l'écran, on le voit que ça se croise aussi, mais ça se croise aussi dans d'autres directions, dont celle correspondant à l'ordre 1, c'est-à-dire m égale 1. Et à l'endroit, si vous avez un écran qui est situé à une distance grand L du panneau d'interférence dans lequel on a les deux fentes, bien, vous allez avoir une frange lumineuse assez intense à cet endroit-là, dans cette direction-là bien donnée, du fait que dans cette direction-là, les deux ondes se rencontrent en interférence purement constructive. Et ça va se reproduire une nouvelle fois dans une autre direction. Vous allez avoir une différence de marche de 2 cycles. OK? Parce que dans la direction m égale 2, ben, c'est le croisement de la... Vous voyez ici, là, en m égale 2, mettons, si vous observez le point qui croise là, dans la direction m égale 2, le croisement qui est le plus à gauche, à droite en haut, mais si on compte le nombre de courbes, là, c'est la 1, 2, la troisième courbe provenant de la fente du haut, mais ça correspond à la 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, la cinquième courbe de la fente du bas.
Donc, c'est donc dire qu'il y a deux courbes de différence. Donc, la courbe, la cinquième courbe, elle a franchi un parcours d'exactement deux courbes, donc deux cycles. Il y a une différence de marche de deux cycles, ou deux fois la longueur d'onde. Donc, interférence constructive d'ordre égale 2. Et vous allez avoir la même chose en bas, M-1, M-2. Et vous allez avoir donc dans cette direction-là, quand ça va arriver sur l'écran, ça va être parfaitement éclairé. Et entre les franges d'interférence constructive, ben, ce sont des franges d'interférence purement destructives, là où vous allez avoir des points de rencontre entre les deux creux. Donc, à mi-chemin entre les franges d'interférence constructive, là, ben, vous allez avoir les franges d'interférence destructive. Voilà. Et ce que vous avez à droite, là, ben, c'est tout simplement Y étant la distance sur l'écran par rapport au centre de l'écran. On peut la calculer, cette distance-là, avec l'ordre, la longueur d'onde, fois la longueur sur l'écran, divisé par la distance entre les fentes. Donc, on pourrait, là, vous pourriez avoir, par exemple, la longueur de la flèche rouge là, sur l'écran, la petite flèche rouge qui est la distance entre le centre de l'écran, M égale 0, et M égale 1. Ben, la distance entre la frange centrale et la première frange M égale 1, on peut la déduire par calcul si on connaît la longueur d'onde de la lumière, la distance entre les fentes et la distance grand L qui sépare le panneau de l'écran. On peut aussi avoir la même chose, la distance par rapport au centre de l'écran des franges sombres d'interférence destructive. Donc, pour chacun des ordres, là, la seule différence, c'est que là, vous avez plus une demi en avant le M. Donc, ça donne là, on calcule ça pour 0, 1, 2, etc. pour toutes les valeurs de M possibles. Donc, ça va jusqu'à 5 ou 6 à peu près. Donc, j'espère que ça a été clair là, avec les animations que j'ai montrées dans la capsule précédente. Cette image-là fait un résumé. Les réseaux, c'est quoi? C'est quand vous avez plusieurs fentes. Donc, lorsqu'on fait traverser une lumière incidente à travers un réseau à plusieurs fentes, ben, le phénomène d'interférence il se produit, mais de manière plus efficace. On dit que ça se fait avec une meilleure résolution. Donc, si vous faites passer une lumière mélangée de plusieurs longueurs d'onde, ok, ben, à la sortie des fentes, sur un écran, vous allez réussir à donner des directions différentes dans un même ordre pour les différentes longueurs d'onde. Donc, vous voyez sur l'écran, là, vis-à-vis M égale 1, ben, il y a une bande rouge, une bande verte, une bande bleue. Ben, au départ, avant de traverser le panneau de fente, là, ces trois longueurs d'onde-là étaient mélangées ensemble. Mais à la sortie, elles prennent trois directions différentes. Okay? Parce que la longueur d'onde fait en sorte que l'interférence constructive ne se fera pas dans la même direction qu'une autre lumière d'une autre longueur d'onde. La différence de marche va être différente. Donc, ça fait que l'interférence constructive se fait dans une autre direction. Donc, là, ce n'est pas un phénomène de réfraction que vous voyez ici. Là. Je sais que quand on fait de la réfraction, vous faites passer une lumière dans un deuxième milieu, comme par exemple le prisme triangle là, du disque de Pink Floyd. Ça, c'est le fait que les lumières se séparent, c'est parce que leurs différentes vitesses font en sorte que, c'est-à-dire leurs différentes longueurs d'onde, fait en sorte que pour s'accommoder à la deuxième vitesse, deuxième milieu, là, les ondes vont vont prendre des directions différentes. Mais ici, c'est pas ça. Le résultat est le même. On a une séparation des couleurs, mais pas à cause d'un changement de vitesse. Parce que entre à gauche et à droite du panneau, on pourrait dire que c'est le même gaz, c'est le même milieu. Là. Donc, il n'y a pas eu de changement de vitesse de la lumière. La séparation elle provient du fait que les directions pour lesquelles l'interférence constructive, c'est-à-dire que les directions pour lesquelles les sommets des ondes arrivent avec le sommet d'une autre fente, va se faire pour des directions différentes selon la longueur d'onde. Donc,
les franges lumineuses d'une longueur d'onde ne se refont pas au même endroit, dans la même direction ou au même endroit sur un panneau que la frange lumineuse maximum d'une autre longueur d'onde. Voilà. Donc ici, je vous avais montré aussi, dans la capsule précédente, là, vous avez montré cette image-là que je l'ai reproduite sur le PowerPoint, que lorsque vous faites passer, par exemple, désolé, on a perdu un petit peu l'écran, ok. Lorsque vous faites passer euh, une lumière ici, on fait passer une lumière de 640 nanomètres. Donc, puis là, ce que vous voyez en bas, c'est le résultat sur un écran à travers un réseau de 2 fentes d'une largeur très petite, donc de manière à maximiser l'effet de diffraction. Ben, on voit le résultat que ça donnerait ici, là. Donc, le pouvoir de résolution d'un réseau, c'est quoi? C'est la capacité de séparer les différentes franges que vous voyez ici les unes des autres. De manière à ce que, si je fais passer ça dans une série de détecteurs, ben que les deux franges n'arrivent pas sur un même détecteur. Et ça, je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail plus tard dans une autre capsule, ou peut-être si j'ai le temps dans cette capsule-ci. Donc, si on fait un lien avec le spectromètre, là, ben, le spectromètre, lui, il faut qu'il réussisse là, à séparer les différentes franges de différents ordres, mais aussi de différentes longueurs d'onde, le plus possible. De manière à ce que les détecteurs puissent en faire la différence, puissent être capables, il faut être capable de séparer ça au maximum pour pas que des franges qui proviennent pas d'une même source, d'un même élément, puissent arriver sur un seul et même détecteur qui lui-même, le détecteur, a une certaine largeur. Donc, c'est ça qu'il faut éviter pour pas créer des erreurs d'analyse de mesure. Donc, les spectromètres sont conçus, en tout cas les spectromètres modernes, comme celui qu'il y a au département, là, ils ont été conçus justement pour améliorer la fiabilité de l'analyse et empêcher que des longueurs d'onde proches arrivent sur un même détecteur et que le système puisse penser que le résultat vient d'un élément particulier alors que la longueur d'onde en réalité vient d'un autre élément. Donc c'est la raison pour laquelle on s'intéresse aux franges puis à la résolution. Puis je vous avais montré aussi la semaine passée à travers l'animation, et je fais un résumé ici, là. Vous avez, je ramène la frange, le système de franges lumineuses qu'on en obtiendrait si on faisait passer une lumière monochromatique de 640 nanomètres à travers un réseau de 2 fentes. Et regardez si je change des paramètres, c'est-à-dire que ici, ce que je décide de faire, c'est de diminuer la distance entre les fentes. Donc, remarquez bien, là, le B, c'est la distance entre les fentes. C'est écrit assez petit. Là. Sur l'image de gauche, on dit que c'est 1,75 mm. Donc, on voit le résultat avec de nombreuses franges, quand même assez près les unes des autres. Et sur l'image du centre, ce qu'on a modifié, c'est la distance entre les fentes du panneau. On a diminué la distance entre les fentes. Vous voyez, là, on est passé de 1,75 mm à 0,43 mm. Donc, on a divisé pratiquement par 4 là, la distance entre les fentes. Et ce que ça a donné, c'est que là, on a fait disparaître les franges. On a fait disparaître les franges d'ordre 2, 3, 4. Là, ils ne sont plus dans l'écran. Vous avez seulement de chaque côté les franges d'ordre 1 et moins 1, qui étaient, dans le cas précédent, beaucoup plus près de la frange centrale. Donc là, ce qu'on vient de faire, là, c'est qu'on vient d'éloigner les franges les unes des autres sur un écran, où ça pourrait être un système de détection. OK? Bien, c'est sûr que là, en même temps, vous avez remarqué aussi que les franges ont été élargies. Bon. Bien, si on se met à la place d'un groupe de détecteurs, au moins, là, si j'ai un détecteur qui est... Imaginez que un détecteur, là, il est large un peu comme le tiers de l'écran. Un seul détecteur. Fait que si on y va avec la situation à gauche, là, on se rend compte qu'il y a 2, 3, 4 franges lumineuses là, qui arriveraient en même temps sur le même détecteur.
Fait que le détecteur, lui, il est pas très intelligent, il ne fait, le détecteur, tout ce qu'il fait, là, il prend la lumière qu'il reçoit. Je vais l'expliquer un petit peu plus tantôt. Là. Il va faire un système, il marche sur un principe de photoélectrique. Donc l'énergie lumineuse, elle est convertie en électricité. Ça débite un courant, bon, c'est tout. Mais lui, fait que le détecteur, il n'est pas capable de distinguer les différentes longueurs d'onde. Donc, ça prend un système optique qui va le faire à sa place, de façon à ce qu'il y ait une seule longueur d'onde qui arrive sur le détecteur qui, lui, possède une largeur. Donc, si, mettons, on approche, on diminue la distance entre les fentes, vous voyez, là, vous avez seulement une frange qui arrive sur le détecteur qui a une largeur à peu près du tiers ou de la moitié de l'écran. Donc, là, autrement dit, on est certain que c'est la frange lumineuse d'une longueur d'onde d'un ordre, c'est l'ordre 1 ici, de la longueur d'onde de 640 nanomètres, c'est la seule frange qui peut arriver là. Et ce qui a permis de faire ça, c'est d'augmenter la distance entre les franges de façon à ce qu'on n'a rien qu'une qui arrive sur un détecteur. Mais là, vous remarquez que les franges sont quand même assez larges. Hein. Les franges, oui, on les a éloignées les unes des autres, mais elles ont engraissé un peu. Là. Ben, regardez, on peut... Là, au milieu, on a juste deux fentes. Mais si je laisse la distance entre les fentes à 0,43 et que je fais passer cette lumière-là à travers un réseau qui contient beaucoup plus de fentes, ici on en ajoute 30, il y en a 32 au total, bien regardez le résultat. Donc non seulement on n'a pas changé le nombre de la distance entre les fentes, on a juste multiplié le nombre de fentes. Donc ce que ça a donné, c'est que les fentes se sont amincies de beaucoup. Donc, et elles sont restées à la même distance parce qu'on n'a pas changé la distance entre les fentes. Donc, quand on change la distance entre les fentes, ça fait un effet accordéon. Là, les franges s'éloignent les unes des autres ou se rapprochent, dépendant si on augmente ou diminue la distance entre les fentes. Et quand on multiplie le nombre de fentes, ben, ça a comme effet de jouer sur la largeur des franges. Et donc, la situation que vous voyez à gauche, là, c'est de loin celle qui est la préférable. Parce que vous concentrez, autrement dit, en plus de séparer les franges les unes des autres, ben, vous les amincissez, ça augmente d'autant plus les chances que c'est uniquement cette frange-là qui va arriver sur un détecteur d'une certaine largeur. Et ça permet de séparer les unes des autres, parce que ici, c'est monochromatique, on a une seule longueur d'onde. Mais si j'ajoutais des longueurs d'onde mélangées, ben, on serait capable de distinguer les quelques franges du même ordre, parce que on l'a vu que chaque longueur d'onde vont prendre des directions différentes sur un écran ou vers un détecteur, et donc n'arrivera pas tout à fait au même endroit sur le détecteur. Donc, ça, là, tout ça, là, ça s'appelle le pouvoir de résolution. Donc, les franges lumineuses sont suffisamment séparées et éloignées, donc meilleure résolution que vous avez à gauche. C'est ce qu'on tente de faire au maximum avec les équipements, le système optique qu'il y a à l'intérieur d'un spectromètre. Bon, je vais revenir sur les aspects d'optique un peu plus tard. Là, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer un peu plus en détail, là, malgré que c'est peut-être des choses que vous avez vues, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. C'est que expliquer de manière fondamentale comment on en arrive à, lorsqu'on chauffe un échantillon, parce que lorsqu'on fait de l'analyse spectrale, il faut chauffer à haute température l'échantillon. Les atomes du métal, les atomes des éléments d'alliage vont être excités, vont acquérir de l'énergie. Ça peut être sous forme thermique. Cette énergie-là peut être envoyée sous forme de rayonnement aussi. Je vais vous en donner une petite démonstration tout à l'heure avec une animation. Mais peu importe, lorsqu'on donne de l'énergie aux atomes, les électrons acquièrent eux de l'énergie. Puis quand les électrons acquièrent de l'énergie, ben ils ont tendance à être capables de s'éloigner du noyau de l'atome. Et donc d'accéder à des couches supérieures, même de quitter l'atome. Ça s'appelle le phénomène d'ionisation. Lorsque un ou plusieurs électrons quittent un atome complètement, l'atome est ionisé. Sinon, les électrons peuvent s'éloigner d'une certaine distance
Et les électrons peuvent aussi, bien entendu, faire le chemin inverse, c'est-à-dire partir d'une couche supérieure et s'en aller plus près du noyau. Bon, là, pour expliquer ça, c'est certain que c'est un petit peu abstrait, donc c'est un peu utile de recourir à des animations pour comprendre un petit peu le phénomène. Donc c'est pour ça que, bon Dieu, je vais essayer d'accéder à ça rapidement, ça sera pas bien long. J'espère que j'ai pas perdu. Non, il est ici. OK. Toujours un petit stress là quand je prépare mes choses avant de faire une capsule. Là, j'ai sûr que j'ouvre toutes mes choses, mes animations d'avance là, mais des fois j'ai des mauvaises surprises. Cette fois-ci, c'est pas arrivé. Donc là, je vous explique ce que vous voyez ici. Ça correspond pas à 100% de ce qui se passe dans la chambre d'étincelage, dont je vais vous parler plus en détail tout à l'heure dans un spectromètre. Mais au niveau de l'atome, les phénomènes qu'on va voir, c'est pas mal ce qui se passe lorsqu'on chauffe thermiquement un atome. Mais ici, vous avez un atome d'hydrogène que vous voyez, le cercle, la petite sphère là, que vous voyez au centre, c'est un atome d'hydrogène. Elle est où l'atome d'hydrogène? Elle est dans une lampe ou une chambre d'ionisation, si on veut. Dans la chambre d'ionisation, il y a deux bornes, positif et négatif. Donc une cathode et une anode. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que l'atome, il est dans une chambre hermétique sous vide. OK? Ça, c'est important aussi, sinon ça ne fonctionnera pas ce qu'on veut faire. Et puis là, ben, on applique une différence de potentiel entre les deux bornes. Même que ce qui va arriver, c'est qu'on va même chauffer les bornes pour les inciter à émettre des électrons. Donc, le matériel auquel est faite l'électrode à gauche, ben, en la chauffant, ça va faire en sorte que, en appliquant une différence de potentiel en même temps, donc, on va ioniser l'élément, puis il y a des électrons qui vont pouvoir quitter les atomes, et la borne qui est à droite, elle est chargée positivement, elle est carencée en électrons. Donc, c'est comme une pompe à électrons. Donc, à gauche, à droite, c'est-à-dire, les électrons vont quitter, s'acheminer vers le haut, passer par la source de courant, qui peut être une pile et puis, on va pousser les électrons de l'autre côté. Et puis là, les électrons vont pouvoir finir la boucle en passant à travers la chambre vide, là où se situe notre sphère grise, puis en retournant vers l'autre borne. OK? Donc, c'est un circuit de course, là, au lieu de faire... c'est comme une course, là, c'est comme un circuit de Formule 1, là. On fait tourner, au lieu de faire tourner en rond des voitures, là, puis que la source d'énergie des voitures, c'est l'essence que dans l'auto, là, qui fait que l'auto, elle roule, puis qu'elle tourne en rond autour du circuit. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait tourner des électrons. Bon, OK? Bon. Et puis, c'est pas de l'essence, là, c'est de l'électricité, c'est une tension électrique comme moteur des électrons. Donc, ça marche. Et là-dedans, dans la chambre, il y a un atome d'hydrogène qui est là, qui est présent. Et là, ce qu'on va faire, c'est que on va, là, observez bien ce qu'on va faire, on va chauffer. Et là, oh mes heures, qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, je me rends compte que je vais diminuer un petit peu la taille de mon image. Parce qu'il faut que j'aille accès à un bouton. Donc, on va le mettre au ralenti ici. Attendez un instant. Le spectromètre ici. OK. On slow motion. OK. Parfait. Je recommence. C'est beau. Donc, avant d'expliquer ce qui se passe, là, je vais vous expliquer ce que vous voyez à droite de l'écran. À droite de l'écran, là, c'est quoi? C'est l'échelle d'énergie de l'atome d'hydrogène. Donc, il y a 6 niveaux d'énergie dans le nuage électronique d'un atome d'hydrogène. Il y a le niveau 1, donc en bas, là, 1. Là, vous voyez qu'une petite particule, c'est un électron, qui est dans l'état 1. C'est le plus proche, c'est l'état, finalement, c'est la couche électronique la plus près du noyau de l'atome ou du proton, parce que l'hydrogène, le noyau, c'est un proton, c'est rien d'autre. Et en montant vers le haut, oui, c'est l'énergie. Donc, vous avez le deuxième niveau qui vient plus tard, plus haut, 2. Ça, c'est le deuxième étage. Donc, la deuxième couche électronique. Et 3, 4, 5 et 6. Donc, il y a 6. Autrement dit, il y a 6 niveaux d'énergie dans lesquels l'électron, ou un des
l'électron de l'atome d'hydrogène, parce qu'il y a un qu'un électron, peut se situer. Il ne peut pas être ailleurs. Soit qu'il est sur le 1, soit qu'il peut aller sur le 2, soit qu'il peut aller sur le 3, 4, 5 ou 6. Ou partir complètement. Donc l'hydrogène peut être ionisé comme ça. Sinon, l'électron a le droit, quand il reste dans l'atome, l'électron a le droit d'occuper l'une des 6 positions, l'un des 6 niveaux d'énergie. Il ne peut pas être entre les deux. C'est comme un escalier. Quand vous montez un escalier, les marches sont à des hauteurs bien précises. OK? Fait que vous, quand vous êtes sur l'escalier, vous êtes sur une des marches. Vous ne pouvez pas être ailleurs que sur une des 12 marches, mettons. Ou si c'est un escalier à 6 marches. Là. OK? Vous ne pouvez pas être entre deux marches puis être suspendu dans le vide. OK? Ben, c'est la même chose ici, c'est un escalier. C'est les niveaux d'énergie. OK? C'est pas comme quand vous montez une pente. Donc, souvent, on voit ça dans les lieux publics. Là, il y a des marches, puis il y a des rampes pour les personnes en perte d'autonomie qui ont besoin d'une chaise roulante. Donc, on va leur faire une rampe. Là, la rampe, là, on peut être à toutes sortes de petites hauteurs différentes. Tout dépendant où est-ce qu'on se déplace. Mais c'est pas ça. C'est comme un escalier. OK? Les niveaux d'énergie et les positions, les distances que peuvent prendre l'électron par rapport au noyau, ils sont quantifiés à 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ce qui s'appelle la physique quantique. La physique quantique, c'est tous les phénomènes qui vont être expliqués par le fait que les électrons dans les atomes peuvent occuper certains niveaux et ne peuvent pas être ailleurs. Donc, c'est un peu comme si l'électron pouvait se téléporter, parce qu'il l'électron ne peut pas exister, il n'existe jamais entre les niveaux. Là, vous allez me dire, quand on grimpe un escalier, ben, on est à peu près, il faut pour passer d'une marche à l'autre, nous autres, les humains, ben, pas le choix d'être entre les deux marches pendant quelques fractions de secondes. OK? On se téléporte pas d'une marche à l'autre. Mais l'électron, c'est ce qu'il fait. L'électron, il est soit à 1, soit à 2, soit à 3. Il ne voyage pas de 1 à 2. Il est vraiment, c'est littéralement comme une téléportation. Donc, on appelle ça c'est un phénomène quantique. OK? Fait que là, vous allez voir ce qui va arriver. Ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un électron bombarder l'atome. OK? Là, je l'ai mis au ralenti, là. Fait que je fais fire électron. Là, vous allez voir un électron qui arrive. Paf. Et hop, il y a quelque chose qui est sorti de l'atome. Voyez-vous, hein? En mauve, là. Ah, il s'en va. Et voilà. Ça, qu'est-ce qui est parti? Qu'est-ce que vous avez vu là, partir en mauve, là? C'est un photon. Donc, c'est un morceau de lumière d'une longueur d'onde bien précise. OK? Bon, là, je vais prendre le soin juste de rapetisser mon image parce que je vais avoir besoin d'appuyer sur pause. Je vais répéter l'opération. Et cette fois-ci, on va y aller plus tranquillement parce que là, j'ai une pause ici puis on va pouvoir appuyer. Je recommence. Pendant ce temps-là, avez-vous vu remarquer à droite l'électron passer dans l'atome? OK? D'un côté, là je commence, je continue, pouf, hop, il rentre dans l'atome. Et qu'avez-vous remarqué? Regardez l'électron qu'il y avait au niveau 1, là, il n'est plus là! Ah ben, hop, il est rendu à 2. Comment ça se fait? Parce qu'il s'est fait bombarder par l'électron. Ici. Excusez pour le chien. Donc, il s'est fait bombarder par l'électron. Et l'électron... L'électron... Désolé. Attendez un petit peu parce qu'il y a quelqu'un qui est venu me porter de la poste en avant de la maison. Donc, l'électron est rendu à au deuxième niveau. Donc, vous permettez que je prenne une petite pause un instant. Ça sera pas long.
Voilà. Donc, je poursuis. Donc, l'électron qui était au départ sur le premier niveau, il est rendu sur le deuxième. Donc, il s'est fait bombarder. L'électron qu'on a injecté dans l'atome a donné une partie de son énergie à l'électron qui était situé au premier niveau. Comme des boules de billard, quand on joue au billard. Donc, c'est comme si l'électron était la blanche, l'électron qu'on a injecté, et puis l'autre électron qui était dans l'atome d'hydrogène, ben, c'était une autre boule qu'on voulait frapper pour la faire rentrer dans une poche. Et voilà. Mais regardez bien ce qui va se passer. Là, je vais juste faire play et pause tout de suite. Et voilà. J'ai appuyé sur pause juste à temps. OK. Il est où l'électron qui était sur le deuxième? Ah ben, il est revenu au premier niveau. Donc on le voit là. Premier niveau. Et qu'est-ce que vous voyez entre les deux? Une onde. Entre le premier et le deuxième niveau, là, l'animation a dessiné une onde. Ben, et là, ce que vous voyez à côté de l'atome d'hydrogène, dans la chambre, hop, un photon encore qui est sorti. OK? Pourquoi? Ben, parce que l'électron qui avait réussi à aller au deuxième niveau, parce qu'il avait pris l'énergie de l'électron qui avait bombardé l'atome, OK? Il n'est pas resté là très très longtemps, là. Pourquoi? Parce que le proton au noyau, lui, il le ramène vers lui, comme un ressort. Mais l'électron, qui est rendu au deuxième, lui, il a acquis de l'énergie. Il est rendu, il y a de l'énergie correspondant à l'énergie du deuxième niveau. Mais pour avoir le droit de revenir au premier niveau, qui est une énergie plus basse, il faut qu'il se débarrasse de l'excédent d'énergie. Donc, il faut qu'il se débarrasse de l'énergie qu'il vient de gagner. Donc, il gagne l'énergie, puis après ça, tout de suite après, il leur crache. Donc, il s'en débarrasse sous forme d'un morceau de lumière. Donc, d'un photon. Et là, le photon, vous le voyez, là, un mauve ici. Là. Et l'énergie du photon correspond exactement à l'énergie entre les niveaux 2, entre l'énergie du niveau 2 et l'énergie du niveau 1. L'énergie excédente que l'électron avait gagnée et dont il doit se débarrasser tout de suite après pour revenir au premier niveau. OK? Et l'énergie d'un photon se traduit par sa longueur d'onde. Plus un photon est énergétique, plus sa longueur d'onde est courte, ou encore sa fréquence élevée. Donc, il y a un lien direct entre l'énergie et la longueur d'onde, ou la fréquence, par la constante de Planck. Là, je n'ai pas l'équation ici, là. J'en parle là, de manière un peu par cœur comme ça, là. Mais je me rends compte que c'est peut-être un lien que j'aurais dû présenter. Mais il y a un lien direct par l'équation de Planck. Planck est un physicien du fin du 19e siècle aussi, qui lui a trouvé une constante qui permettait de relier directement, donc de connaître la longueur d'onde. Si on connaît l'énergie, autrement dit, si on connaît l'énergie d'un photon, on a automatiquement la valeur précise de la longueur d'onde et inversement aussi en utilisant une constante, la constante de Planck, dont le symbole est H. Voilà. Et là, je vais repartir tout ça. Donc, vous voyez le photon, l'électron qui part à travers l'atome, le photon qui est émis. Donc, votre œil, lui, whoop, il voit un petit flash mauve. Là, votre œil n'est pas là, mais imaginez que vous recevez le photon dans votre œil, puis vous voyez que l'atome est allumé mauve pendant une fraction de seconde. OK? On va recommencer encore une fois. Là, il est revenu encore au deuxième niveau. Vous voyez, il est allé au deuxième niveau encore. Encore du 2 à 1. Un autre petit photon mauve. La longueur d'onde du photon mauve, à cette longueur d'onde-là bien précise, correspond à l'énergie, à la différence d'énergie entre 2 et 1. Voilà. On refait encore. Là, vous allez me dire, ah, on a compris le principe, là, c'est assez.
OK. On va le refaire encore parce que là, à un moment donné, il va me générer d'autres choses, là. Moi, si je le refais, là, c'est parce que j'ai un intérêt à le refaire. Je veux vous montrer quelque chose d'autre. Là, il le fait pas, là. Ça sera pas long. Toujours la même qu'il fait. Ah ben, la petite Anna. Comment ça se fait? On va le mettre plus vite. À un moment donné, il va faire autre chose. Parce que sinon, ça finira plus. Allez. Ah. Hop, padaille! Qu'est-ce qui s'est passé là? On va le refaire encore. Il fait toujours la même chose. C'est con ça. Ah, j'ai compris. Regardez bien. Je vais faire une petite modification sur mon animation parce que l'énergie est pas assez grande ici. On va monter le voltage. Voilà. Ah ah! Je vais l'essayer. Ah ah! Et voilà. Là, vous avez vu quelque chose de différent, mais là, je vais le faire au ralenti. C'est juste parce que l'électron, il allait pas assez vite. C'est comme quand on joue au billard. Vous frappez la blanche avec une petite force. Attendez-vous pas à ce que la balle qui est frappée ait beaucoup d'énergie. Donc, c'est ici là, que là, je vais changer ma tension électrique, ici, de façon à ce que le pouvoir d'attraction de l'anode, qui est à droite, soit plus fort, de façon à ce que l'électron aille plus vite, donc acquiert plus d'énergie cinétique, et arrive avec plus d'énergie, de manière à faire grimper mon électron, qui est au premier niveau, puis de le faire grimper plus haut que le deuxième. On va être capable de le faire grimper au 3, 4, 5, 6. Donc, je recommence. OK. Et là, je vais avoir accès à mon bouton pause un petit peu. Je vais baisser un petit peu en bas. Comme ça. Feu. Hop là, il est rendu au troisième. Avez-vous vu ça? Donc là, je vais prendre le soin de faire une pause pour regarder ce qui peut se passer différent. On recommence. Encore l'électron. Arrive dans la tombe. 5! Là, c'est marqué 5 sur la tombe. Ça veut dire quoi, là? Ça veut dire que l'électron a frappé vraiment là, de plein fouet l'électron du premier niveau. Et là, vous voyez qu'il est allé au cinquième étage. OK? Il est au cinquième étage. Et puis là, ben, il restera pas là longtemps, là. Et voilà. Il est revenu au premier. OK? Et qu'est-ce que vous voyez dégager? Ben, il y a une longueur d'onde ici qui a été émise. Correspondant à la différence entre le cinquième et le premier niveau. Je vais recommencer parce que j'aimerais ça faire apparaître d'autres longueurs d'onde. Encore une fois. Troisième niveau maintenant. Un autre photon. Je vais le refaire encore. Vous allez trouver que c'est long un peu, mais je vais vous montrer le résultat final de ça. Ça fait un lien direct avec une expérience que vous allez faire. Une expérience que vous êtes censé avoir faite dans votre cours de physique, mais que vous n'aviez pas faite. Quatrième niveau. Voilà. Là, okay, là j'ai montré les ondes ici. Et là, vous voyez un photon qui est apparu ici, un autre là. Je vais refaire. Parce qu'il peut y avoir deux photons qui peuvent apparaître. Parce que l'électron, lui, il peut descendre d'un étage, attendre là un petit peu, puis après ça, faire un autre étage en deux coups. Donc, à chaque différence d'étage,
il y a un photon qui est émis. 4. Là, il est grimpé au quatrième. Il s'en va au deuxième. Quand il passe de 4 à 2, la différence d'énergie entre 4 et 2 donne une longueur d'onde et une fréquence qui correspond à la lumière bleue pâle que vous voyez là. Donc votre œil est capable de distinguer cette longueur d'onde-là. C'est exactement le bleu pâle que vous voyez ici. Et là, vous voyez le photon sortir de l'atome. OK. Voilà. Et après ça, il s'en va de 2 à 1. C'est que ça fait le photon mauve que vous voyez ici. On peut faire d'autres combinaisons, là, parce qu'il est fait de 4 à 2, de 2 à 1, mais quelle autre combinaison qu'on peut faire? En espérant que l'animation m'en donne d'autres, là, pour faire apparaître d'autres longueurs d'onde. 4, 1. Ouais. Il est passé de 4 à 1 directement. Donc, un photon qui est ici. Une dernière fois, là, je veux juste faire apparaître quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Une combinaison 5 encore. 2. Ah! Et voilà. Il a passé de 5. Après ça, il est descendu à l'étage 2. Il s'est débarrassé d'un niveau d'énergie correspondant à l'énergie, la différence d'énergie de 5 à 2. Ce qui donne un photon d'une autre longueur d'onde, qui correspond au bleu foncé que vous voyez là. Et là, vous voyez le photon bleu foncé. Puis tout de suite après, il va de 2 à 1. Donc, le même photon mauve qu'on a vu depuis le début. Et là, il y a toutes sortes de combinaisons. OK? Et là, ce que je vais faire, je vais le faire au ralenti, mais je vais le mettre en continu. Fait que j'aurai pas besoin d'appuyer sur le bouton à chaque fois. Puis là, on va voir les plusieurs combinaisons à la suite de l'autre. Puis on va mettre plus d'électrons aussi, pour que ça aille plus vite. Toc. Et voilà. Ah, il y a un petit rouge qui est apparu, voyez-vous? Ça a été trop vite pour que je puisse voir à quelle combinaison, parce que ça peut être de 6 à 1, on peut avoir 6 à 5, 6 à 4, 6 à 3, 6 à 2, 5, et ainsi de suite, là. 5 à 4, 5 à 3, 5 à 2, 5 à 1. C'est pas des scores de hockey que je vous donne là, c'est des combinaisons, c'est des possibilités pour l'électron de descendre. Donc vous les voyez toutes ici, là. OK? Et puis là, si je mets ça à vitesse régulière, on va mettre ici, run slow motion. Parce qu'en réalité, les retours, ça va vite. C'est quand que l'hydrogène, vous avez des atomes d'hydrogène dans une chambre, dans laquelle on bombarde des électrons entre une cathode et une anode, ben c'est ça que ça fait une lampe qui éclaire une pièce. Donc, et là, vous voyez en bas, qu'est-ce que vous voyez? Ben, si votre œil regardait la lampe, ben, pas votre œil. Votre œil va avoir une lumière mélangée. Okay? Mais si vous aviez des détecteurs avec des systèmes d'interférence et de diffraction, ben, vous verriez apparaître les bandes de couleurs qui apparaissent en bas. Donc, toutes les différentes couleurs qui correspondent à un saut d'énergie de la part de l'électron de l'atome d'hydrogène sont représentées en bas que vous voyez ici. Et quand vous allez faire l'expérience avec le réseau de diffraction et puis le goniomètre, ben, vous allez pouvoir aller voir, votre œil va être capable de voir les 4 couleurs du centre. Là. Le mauve, le bleu, le turquoise et le rouge. Vous avez d'autres longueurs d'onde qui apparaissent en blanc à chacune des extrémités. Donc, le graphique, ça montre les longueurs d'onde en nanomètres. Donc, par exemple, là, 400, 500, 600, 700, c'est des nanomètres. Notre œil est capable de voir de 400 à peu près 680, 700. En bas de 400, on est dans les UV. Quand on excite de l'atome d'hydrogène, vous voyez qu'il y a des bandes blanches, là. On est dans les UV. Ça, votre œil ne les verra pas. Okay? De l'autre côté, il y a aussi des longueurs d'onde plus longues, au-delà de 800 nanomètres.
l'hydrogène émet des infrarouges. Pour des longueurs d'onde plus longues, on ne les verra pas non plus. Mais votre œil va voir les 4 franges lumineuses que vous voyez ici, quand vous allez faire l'expérience. OK? Maintenant, ça c'est l'hydrogène, c'est le plus simple. Parce que c'est l'atome 1 électron. Mais, si je change l'atome, je suis capable de changer. Ah ben oui, je suis capable de changer l'atome. Mettons, si je prends du mercure. Donc, je vide la lampe de l'hydrogène, puis je le remplace par du mercure. Ça vous dit quelque chose, le mercure? C'est un métal. OK? Puis c'est un métal qui a un très bas point de fusion, puis même qu'il peut être à l'état gazeux à l'ambiance. OK? Si, mettons, vous avez du mercure liquide, là, ben, il y a une tension de vapeur. OK? Comme l'eau. L'eau, si vous mettez du liquide, l'eau liquide à quelque part, elle va finir par s'évaporer. OK? Le mercure, il fait à peu près la même chose. Il y a du mercure vapeur qui apparaît lorsqu'on laisse traîner du mercure liquide sur un comptoir. Là. Donc, c'est dangereux pour la santé. C'est extrêmement toxique, le mercure, à l'état vapeur. OK? Ça n'en prend pas beaucoup de concentration pour avoir des problèmes de santé si vous en respirez trop d'un seul coup ou exposé à des concentrations plus basses trop longtemps. C'est extrêmement toxique. Si on met du mercure gazeux dans la lampe, donc, et là, on fait la même chose. Vous voyez, il y a 9 niveaux, le mercure. Puis, ce qui est différent par rapport à l'hydrogène, c'est la valeur numérique de chacun des niveaux d'énergie. Puis, les combinaisons sont beaucoup plus nombreuses. Donc, vous allez avoir comme résultat de faire apparaître des bandes lumineuses qui sont ici. Donc, dans le UV, beaucoup dans le UV, un peu dans l'infrarouge. Mais le mercure émet énormément d'UV. OK? Vous savez qu'on peut acheter des ampoules au mercure, mais ça disparaît. Ça a été remplacé et je pense que c'est, en tout cas, ça va finir par être remplacé complètement par les LED. Et pourquoi qu'on veut faire disparaître les lampes au mercure? Pour 2 raisons. C'est extrêmement toxique pour l'environnement. Puis, ce qui est assez spécial, c'est que les lampes au mercure ont été justement inventées pour prendre soin de la planète. Et oui, on a remplacé les ampoules incandescentes complètement inoffensives par des lampes au mercure extrêmement polluantes. Donc ça a été un choix soi-disant écologique. Mais ceux qui ont inventé ça, puis les politiciens qui ont obligé l'achat de remplacement, ils n'ont pas été trop brillants, puis s'en sont rendus compte quelques années plus tard. Donc les lampes au mercure vont disparaître là, pour profit des LED, parce que quand vous pétez une ampoule au mercure dans votre maison, c'est sûr qu'il n'y a pas tant de mercure que ça dans l'ampoule, mais respirez votre souffle pendant quelques secondes. Et puis, on ne peut pas se débarrasser de ça n'importe comment. Donc, ça prend des systèmes d'entreposage spécial. Donc, vous voyez là, quand on vous allumez une lampe au mercure, ben, vous voyez là le rouge, le jaune, là, vous avez toutes les principales, ce qui est pratique avec le mercure, c'est qu'on a les longueurs d'onde mauve, bleu, vert, jaune et rouge qui vont donner une couleur totale qui va se rapprocher du blanc. OK? Mais l'autre danger avec les lampes au mercure, regardez l'intensité des UV qui sont générés. Donc ça endommageait les yeux. Ceux qui étaient exposés à des lampes au mercure, par exemple des lampes de travail, à des temps prolongés, finissaient par avoir des problèmes au niveau de la lentille cornéenne. Donc, les UV, les yeux étaient endommagés par les UV. Ça, c'est la raison principale pour laquelle on veut faire disparaître les lampes au mercure. Donc, il y a une morale dans l'histoire là-dedans. C'est que quand on écoute du monde qui ne connaissent pas les sciences, puis qui font la promotion de l'environnement, là, je parle d'environnementalistes, d'écologistes, puis de politiciens, puis qu'eux décident ensemble de faire des changements de technologie qui ne sont pas justifiés, ça, c'est un cas classique. Une ampoule électrique incandescente, là, ça éclaire et ça chauffe en même temps. C'est un exemple parfait de système biénergie, comme on dit. Donc, ça éclaire, puis l'hiver, ça chauffe. Donc, c'est pratique, ça. Là, ils ont décidé que c'était polluant. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Fait que là, ils ont décidé de remplacer ça par les lampes au mercure. Ça endommage les yeux, puis le mercure pollue.
Donc, mais là, avec ils se sont réveillés à un moment donné. Fait qu'il y a eu d'autres technologies qui ont été développées. On en est rendu au LED maintenant. Le LED qui, beaucoup moins, malgré qu'il l'est quand même aussi, il dégage des UV, mais au niveau environnemental, il n'y a pas de mercure, il n'y a pas de gaz toxique qui est utilisé pour les faire. Et ça, ben, c'est un choix. C'est les écologistes qui ont forcé la main sur les politiciens, sur les politiques, pour mettre le mercure en place. Donc, c'est assez spécial et c'est ça qui est arrivé en réalité. Et puis là, ben, je vous donne aussi une dernière lampe, le sodium, ou même le néon, tiens. Le néon, c'est encore plus spectaculaire. C'est un gaz rare, le néon, hein? Et c'est un atome qui est quand même assez gros aussi. Il y a 10 niveaux d'énergie, donc les combinaisons deviennent encore plus nombreuses. Donc, je vais augmenter un petit peu la vitesse là, pour essayer de voir le spectre complet le plus rapidement possible, si c'est possible. Le spec n'a pas l'air de vouloir d'apparaître. C'est un peu spécial. View picture return chart, non. OK. Comment ça se fait que ça apparaît pas? Il y a un petit bug dans leur animation, les autres. Là. Ça aurait été intéressant de voir le spectre du néon. Ah, peut-être qu'ici, je suis pas assez fort. On va regarder. Pourtant, on va y aller de l'autre côté. Non, ça marche pas non plus. Ah, mais ça fonctionne pas. Il n'y a pas d'assez d'énergie disponible. Donc, il aurait fallu qu'il grimpe ça jusqu'à 40 volts, mais en tout cas, c'est drôle, l'animation ne le permet pas. Fait qu'on va, je vais vous montrer le sodium à la place. Tiens, ça, c'est quand avec une lampe au sodium, c'est ça que ça va donner comme spectre. Vous voyez, c'est différent. OK? Et là, ce que ça me permet de montrer aussi, le lien avec le spectromètre, c'est exactement ça. Le spectromètre, là, à émission optique, là, il fait ça exactement. Sauf que la seule différence, c'est qu'au lieu de donner de l'énergie de l'atome en le bombardant d'électrons, on donne de l'énergie aux atomes tout simplement en les chauffant avec un arc électrique. Mais au niveau de l'atome, là, il se passe la même affaire. C'est juste qu'il n'y a pas d'électrons qui les bombardent. Les électrons acquièrent l'énergie par photons. Ce sont des photons qui vont aller bombarder pour donner de l'énergie aux électrons. C'est la seule différence. Donc, voilà. Donc, les lampes au sodium dégagent énormément de chaleur. OK? Puis, pas vraiment de UV. Vous voyez que la bande en UV là, est très, très, très faible. Là. On a les deux couleurs principales qui apparaissent ici. Mais regardez, les longueurs d'onde dans l'infrarouge là, sont assez intenses. Donc, quand on chauffe une lampe au néon, il n'y a pas d'UV, mais il y a quand même beaucoup de chaleur radiante qui sont émises à cause des infrarouges qui sont assez intenses. Voilà. Donc, je pense que moi, en tout cas, personnellement, je trouve que c'est le meilleur moyen, cette animation-là, là, je crois, en tout cas de mon opinion, que c'est la meilleure animation pour expliquer le lien qui existe entre l'atome et l'émission de lumière. Donc c'est là-dessus qu'est basé le spectromètre, tout simplement. Autrement dit, on fait parler l'atome. Hein, quand il émet des photons, là, l'atome, il parle. Okay? Comme moi, quand je vous parle présentement, là, j'émets des ondes, là, mais des ondes mécaniques, mais l'atome, lui, on le fait parler. Hein, quand on injecte les électrodes, on lui pose des questions. T'es qui, toi? Puis il nous répond en émettant des photons. Puis comme vous êtes capable de reconnaître la voix de quelqu'un, de par sa fréquence, ben on est capable, de par la fréquence de la lumière, le système est capable de reconnaître la voix ou l'identité de l'atome. C'est simplement ça. Et moi, je trouve ça important, là. Vous êtes des futurs techniciens en métallurgie. C'est vraiment important que lorsque vous travaillez avec des appareils, comme un spectromètre émission optique, de ne pas avoir une perception de l'appareil, ça je l'ai déjà dit, mais je le répète encore, de ne pas avoir une perception mystérieuse de l'appareil, ah, c'est une boîte magique. Non, non, je trouve qu'à votre niveau, c'est quand même assez important de savoir le principe de base de ce genre de système-là. Là. C'est pas de la magie, c'est tout simplement des lois de la physique qu'on exploite, que l'on applique, tout simplement, pour obtenir une information utile pour nous en métallurgie. Tout simplement ça. Donc, là, ici, j'ai multiples atomes, là, mais je le ferai pas, là. On a compris le principe, là. OK. Donc, je poursuis maintenant, là où j'étais rendu. Ça, je voulais pas vous montrer ça non plus. Non, pas tout de suite pour ça non plus. OK.
OK, ça marche. Je peux revenir là. Combien de temps j'ai utilisé, moi, avec tout ça, là? 59 minutes. Donc, ça va être en masse pour la première capsule. Et je vais poursuivre avec la deuxième capsule pour la semaine tout de suite après. Merci.